Dans ce point de presse, nous allons premièrement parler par rapport aux irrégularités dues au processus électoral que notre pays est en train de connaître en ces moments. Et la première des irrégularités qu'on a pu dénicher, c'est que depuis qu'on a commencé ce processus, nous avons été tous témoins du bras de fer qui s'est manifesté entre les différents protagonistes des élections en question. Là, je parle des partis politiques, puisque la population fait partie des protagonistes, c'est vrai, mais ce sont les partis politiques qui sont en quête, qui sont en course, qui combattent pour les différents postes. Et nous avons vu en ce qui concerne la mise en place du bureau de la CENI, il n'y a pas eu de consensus. Et cela constitue une entorse, cela est une irrégularité par rapport au processus en question, puisque ce processus est biaisé. Tant qu'il n'y a pas de consensus par rapport aux différentes parties prenantes, en tout cas, cela ne peut pas faire en sorte que les élections puissent être apaisées et qu'elles soient crédibles vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Également, nous allons essayer un peu de dénicher comme irrégularité liée à la problématique du fichier électoral qu'on a actuellement, que la CENI nous a présenté. Ce fichier est corrompu. Est corrompu pourquoi? Parce que lors de la constitution de ces fichiers, nous avons remarqué que la CENI a prévu des mécanismes, des stratégies, des techniques consistant à pouvoir brouiller, causer des pannes techniques afin de causer des dommages par rapport à l'enrôlement et à l'enregistrement des électeurs. Je peux essayer un peu d'illustrer cela par des exemples. Nous tous, nous sommes conscients et nous sommes témoins de ce qu'on a vécu dans la 3e ère opérationnelle. Quand les électeurs partaient se faire enrôler, après avoir reçu leurs cartes, une fois à la maison, après 2 ou 3 jours, les écrits, les images qui étaient sur la carte s'effaçaient. Et nous nous sommes dit comment est-ce que cet électeur ira voter alors qu'il n'est plus identifiable au travers de sa carte d'identité. C'est vrai, la CENI a cherché à pallier à ces problèmes-là, mais le palliatif qu'ils ont proposé constitue aussi un autre problème, puisque cela a causé qu'il y ait des doublons parmi les enrôlés dans la 3e ère opérationnelle. Il peut arriver que vous partez pour vous faire réenrôler à nouveau, ou pas pour vous faire réenrôler, mais vous partez pour vous faire réenregistrer, afin qu'on vous donne une autre carte. Mais vous vous rendrez compte, l'OPS qui vous a enregistré, sa machine n'est plus fonctionnelle. Vous êtes obligé d'aller soit dans un autre centre. Et on vous réenrôle à nouveau. Et dès que vous êtes enrôlé à nouveau, immédiatement vous faites partie des doublons. Et lorsqu'on va nettoyer les fichiers, on va vous écarter de ces fichiers. Et ça, les problèmes qu'on a connus. Donc, ce sont des faits qui ont été bien prévus par la CENI, puisque lorsqu'on entame un processus comme celui qu'on a maintenant, en tout cas, il y a des erreurs qu'on ne doit pas se prévaloir, il y a des erreurs qu'on ne doit pas permettre à ce que ça arrive, puisque ces erreurs peuvent causer d'embûches, peuvent être à la base des tensions que ces processus peut déboucher ou bien accoucher. Donc, ce fichier, c'est un fichier qui ne correspondait, mais aussi ce fichier, c'est un fichier qui ne correspond pas aux données réelles. Pourquoi je l'ai dit? Prenons l'exemple. Si vous comparez le fichier de 2016 et celui de 2023, vous allez vous rendre compte que si vous prenez les cas spécifiques et les cas de la province du Nord Kivu et les cas de la province de Mai-Ndombe, dans le Nord Kivu, prenons le cas des 2 territoires, les territoires de Massissi et les territoires de Rutshuru. Dans les Rutshuru, en tout cas, les gens ne se sont pas enrôlés. Nous sommes tous témoins, puisque jusque-là, c'est les 1,23 qui fait la loi. Mais nous avons été stupéfaits de voir que les Rutshuru aient un grand nombre des électeurs. Par quelle magie? Par quelle magie? Cela insinue qu'on a pris les électeurs d'autres circonscriptions et on les a affectés dans la circonscription territoriale de Rutshuru et de Masisi. Donc, avec tous ces éléments, nous sommes en train de démontrer noir sur blanc que les statistiques qu'on trouve dans le fichier en question n'est pas réelles par rapport à la réalité des choses. Troisièmement, ces fichiers, en tout cas, est corrompu parce que
ce fichier est corrompu parce que si vous comparez ces fichiers par rapport aux fichiers de 2016, vous allez vous rendre compte que c'est juste des copier-coller. C'est presque une copie conforme. Bon, Uvira a maintenu 4 sièges. On répartit les sièges sur base des nombres d'enrôlés. Donc, du point de vue démographique, est-ce que Uvira n'a pas connu un accroissement démographique? C'est à nous de nous poser cette question. Et à part cela, dans les hauts et moyens plateaux d'Uvira, c'est vrai que toute cette population fait partie de la population du territoire d'Uvira. Je n'en disconviens pas. Mais du point de vue démographique, est-ce qu'il n'y a pas eu des avancées? Est-ce qu'il n'y a pas la croissance? Alors qu'ici, chez nous en Afrique, et particulièrement au Congo, le taux de natalité est tellement élevé que le taux de mortalité. Donc, c'est disproportionnel. Et nous sommes censés, nous avons les devoirs de dénoncer cela. Puisque cela va de la crédibilité des élections que nous sommes en train, que la CENI est en train d'organiser. Mais aussi, on va aussi toucher en ce qui concerne les irrégularités par rapport à la problématique qui est liée aux circonscriptions, donc par rapport à la problématique qui est liée à l'audit du fichier électoral. Les auditeurs de ces fichiers, ce sont des auditeurs qui ne sont pas externes à la CENI. Pourquoi nous les disons? Nous les disons parce que selon la loi régissant l'organisation des élections, elle prévoit que les auditeurs du fichier que la CENI produit doivent émaner d'une structure indépendante de la CENI. Quand on parle d'une structure, cela veut dire que ces auditeurs-là doivent provenir soit d'un cabinet d'audit reconnu ou bien ayant une réputation internationale. Ou soit ils doivent provenir d'une structure internationale. Ça peut être une organisation et consort. Et c'est vrai, M. Kadima a fait recours à l'OIF. Nous avons pu dénoncer que l'OIF est chapeauté par Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise. Et par rapport à notre sécurité, nous les opposants, on a dénoncé cela. Mais Kadima a persisté en voulant que l'OIF vienne auditer donc les fichiers électoraux. Mais c'est l'OIF qui a décliné l'offre en question, puisque les délais qu'on lui a accordés n'étaient pas proportionnels par rapport au travail qu'ils devaient effectuer. C'est ainsi qu'ils vont faire recours à leurs amis. Moi, je les appelle leurs amis. Puisque dans les domaines d'audit, pour qu'il y ait l'indépendance des auditeurs, vous devez garantir qu'ils ne seront pas payés par vous. Puisque la main qui donne, c'est la main qui dirige. Je vous ai donné quelque chose pour que vous puissiez effectuer un travail pour moi. Vous le ferez, bon me semble. Si vous le faites en dehors de ce que moi je vais, en tout cas, je ne vais pas vous payer. Et c'est vous qui serez perdant. C'est un principe, c'est tout à fait normal. Donc, ces auditeurs-là ne sont pas externes par rapport à la CENI. Donc, tout ce qu'ils ont fait n'engage que la CENI. Oui, nous pouvons toujours poursuivre par rapport aux irrégularités. En tout cas, d'une manière brève. C'est dans ce sens que je peux un peu démontrer que l'audit qui a été fait n'est pas un audit fiable. Puisque les auditeurs qui ont été engagés ne manquent pas d'une structure ou d'un cabinet réputé au niveau international. Et ces auditeurs n'ont pas été indépendants. En bref, c'est ça. Laisse-moi encore soulever autre irrégularité par rapport à la problématique de la loi sur la répartition des sièges. Actuellement, cette loi n'est pas encore une loi puisqu'elle est encore en projet. C'est un projet de loi puisque c'est le gouvernement, par l'entremise du ministre de l'Intérieur, c'est le gouvernement qui a soumis cette loi auprès de l'Assemblée afin que les députés et les sénateurs puissent la valider. Alors, dans ces projets de loi, si la répartition des sièges, qu'est-ce que nous avons remarqué? Ces projets de loi est en conflit avec les décrets-lois qui a érigé Uvira, Baraka et Kamituga en ville. Il y a un décret qui a érigé Uvira, Baraka et Kamituga en ville. Mais dans ces projets de loi, qui a été soumis
au ministre de l'Intérieur, qui est le chef de la territoriale. Il devait corriger cela, puisque en tant que le chef de la territoriale, il devait quand même démontrer noir sur blanc que du point de vue juridique et du point de vue administratif, Uvira, Baraka et Kamituga sont des villes. Puisque administrativement, jusqu'à la preuve du contraire, à Uvira, nous avons un maire de la ville qui travaille, qui perçoit les taxes. À Baraka, on a un maire de la ville. À Kamituga, on a un maire de la ville. Juridiquement, il y a les tests qui ont érigé ces entités en ville. Et il y a même des arrêtés qui ont mis en place les animateurs de ces entités en question. Donc, officiellement, ces entités sont des villes. Et selon la loi régissant l'organisation des élections, une ville en tant qu'entité est automatiquement une circonscription électorale. Mais dans ces projets de loi sur la répartition des sièges, malheureusement, on a vu qu'Uvira est considérée comme une commune rurale. Et c'est déplorable. Nous avons le devoir de le dire. C'est déplorable. Nous devons les dénoncer. C'est contradictoire. Et pour nous qui sommes juristes de formation, si on essaie un peu d'entrer dans les domaines de la hiérarchisation des tests, quelle est la loi qui prime sur l'autre? C'est vrai, puisque la loi sur la répartition des sièges est votée au sein du Parlement, tandis que les décrets, donc le décret est signé sur base du principe, sur base du principe relevant du domaine des gouvernements. Raison pour laquelle le président ou bien un membre du gouvernement peut faire un décret afin de pouvoir régir les domaines ou bien les secteurs dans lesquels il intervient. Mais qu'à cela ne tienne, toutes les deux sont des lois. Sont des lois. Donc il faut qu'on puisse harmoniser par rapport à ces conflits. Ce projet de loi sur la répartition des sièges est en conflit avec la loi portant l'organisation des élections qui montre qu'une ville est une circonscription électorale, ce qui n'est pas le cas pour Uvira, Baraka et Kamituga. Je réitère encore cela, parce que nous ne devons pas être naïfs. Nous avons vu lors de la nomination des différents administrateurs, ou bien des différents animateurs, des différentes entités, des différentes entités territoriales qu'on a en RDC, on a vu que tout le monde, tous ces animateurs ont été nommés. Mais à Uvira, à Baraka et à Kamituga, on n'a pas nommé les maires de la ville. On n'a pas nommé non plus les bourgmestres. Donc, nous, immédiatement, nous déduisons que ce problème n'est pas d'ordre législatif, mais que c'est un problème qui est purement d'ordre politique. Et raison pour laquelle nous les déplorons. Puisque nous nous référons aux faits politiques. Quand un responsable, quand les chefs de la territoriale ne nomment pas les animateurs dans la ville d'Uvira, et que par après la CENI aussi va dans les mêmes erreurs, qu'est-ce que nous allons déduire? Donc c'est un complot politique contre notre entité. Et nous avons le devoir, nous fils d'Uvira, nous enfants d'Uvira, jeunes leaders d'Uvira, de les décrier. Et enfin, cette loi sur la répartition des sièges est domptée d'irrégularité parce que le nombre de sièges qu'Uvira a au niveau de la députation provinciale n'est pas proportionnel par rapport au nombre d'enrôlés. En 2016, on avait 4 sièges au niveau national. Aujourd'hui, en 2017, en 2023, on a 4 sièges au niveau national. En 2016, on avait 6 sièges au niveau provincial, plus un député qui est coopté dans le cadre des chefs coutumiers. Mais aujourd'hui, on n'a que 5. Bon, qu'est-ce qui a fait que c'est un député là quitte le nombre de sièges qu'Uvira devait avoir? Qu'est-ce qui a fait? Quelle magie qui a fait en sorte que le nombre de sièges qu'Uvira avait en 2016 ne soit pas reconduit lors de ce cycle électoral? Donc c'est un problème d'ordre politique. Ce fichier est corrompu. Il y a des irrégularités. Il y a aussi pas d'incompatibilité, mais il y a aussi des erreurs. C'est comme si on ne faisait que se référer à l'ancien fichier.
Et en se référant ainsi, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et c'est ce que nous sommes en train de démonter noir sur blanc. Puisque quand on fait la répartition des sièges, on les fait sur base des nombres d'enrôlés. En 2018, en 2016, on a eu les mêmes nombres. C'est sur base de ce nombre d'enrôlés-là qu'on répartit les sièges. Si on avait 4 au niveau national et 6 au niveau provincial, pourquoi maintenant on n'a pas 4 au niveau national et 6 au niveau provincial, mais on a 5 au niveau provincial? C'est un deal, c'est un guet-apens. Donc, nous sommes en train de démontrer toutes ces irrégularités afin que nos députés puissent soulever ces cas au sein des plénières qui se tiennent jusqu'à maintenant. Puisqu'il y a des débats qui sont en cours par rapport à cette loi-là. Afin que toutes ces erreurs soient corrigées et que ces irrégularités soient vraiment, résolues. Qu'on trouve des solutions par rapport à cela. Sinon, avec ces fichiers, moi je vous dis, lors de proclamation des résultats, il y aura de graves tensions. Puisqu'il y aura des contestations terribles avec ces genres de fichiers. En bref, c'est tout ce qu'on avait à dire par rapport à cela. Nous sommes dans une séance de points de presse. Moi, je crois que vous ne pouvez pas manquer de questions pour bien comprendre ou bien pour élucider la lanterne, que ce soit votre propre lanterne comme celle de ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde. Nous vous accordons l'espace et le temps, les 4, afin de pouvoir nous poser des questions pour plus de compréhension. Nous vous remercions.